Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des caractéristiques des organismes vivants, et des systèmes vivants en général. Mais avant de discuter des caractéristiques des systèmes vivants, nous allons parler d'un sujet très important qui est la relation entre la structure et la fonction. Dans tous les systèmes vivants, que ce soit dans le système ou dans l'organe, ou dans le tissu, ou dans les cellules, ou dans la molécule, ou dans les atomes, la structure va déterminer la fonction. C'est-à-dire que la structure de n'importe quel niveau de ces structures-là, commençant par l'atome et se terminant par l'organisme, doit être bien adaptée à la fonction ou à la tâche qu'elle doit accomplir. Donc, les propriétés des atomes, des molécules biologiques et de tous ces niveaux dont on vient de parler sont déterminées par leur structure. Et puisque les propriétés sont déterminées aussi par les fonctions, donc les structures doivent être bien adaptées aux fonctions. Qu'est-ce que c'est qu'un système vivant? Il faut remarquer alors qu'il y a une différence entre le mot système, que l'on dit d'une façon absolue, et un système d'organes et un système vivant. Le système d'organes, vous le connaissez très bien, c'est comme par exemple le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système lymphatique, etc. Mais quand on parle d'un, c'est-à-dire que ces systèmes-là sont des groupes d'organes. Mais quand on parle de système vivant, le terme est plus général. Le terme va inclure tous les systèmes qui possèdent des caractéristiques de vie. Donc, n'importe quel système qui possède les caractéristiques de la vie ou de vie va être un système vivant. Donc, il faut discuter de ces caractéristiques de vie. Numéro un, l'auto-organisation. Le terme apparaît très simple, il nous paraît très simple, mais en fait, l'auto-organisation est quelque chose de très compliqué dans les cellules vivantes. Qu'est-ce que c'est que l'auto-organisation dans une cellule? C'est le processus par lequel les structures très complexes dans les cellules, comme les organelles par exemple, vont naître de manière spontanée. C'est-à-dire, il n'y a pas de directeur général qui va faire euh, réagir les molécules entre elles selon ses ordres. Non, les molécules vont réagir grâce à certains processus, à un certain processus automatique qui va s'appliquer dans toutes les conditions que l'on va discuter maintenant. Et on va aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire que ces molécules complexes vont naître de manière spontanée. Donc, il y a trois principes importants qui euh, aident ces molécules très complexes et ces organelles, par exemple, à être nées de manière spontanée. Les trois principes sont, numéro un, l'assemblage moléculaire ou les interactions entre les molécules. Numéro 2, le cytosquelette, que nous allons discuter en détail dans le chapitre sur la cellule. Et numéro 3, les apports d'énergie. On va expliquer chacun de ces trois principes en détail. Nous commençons par l'assemblage moléculaire. Et dans chacun de ces principes et dans chacune de ces explications, on va expliquer ce que l'on veut dire par une naissance spontanée ou une formation spontanée. Mais bien qu'elle soit spontanée, elle est très bien régulée et contrôlée. Donc, c'est un système génial. Numéro un, l'assemblage moléculaire ou les interactions entre molécules. On va ici vous donner un exemple très simple qui va vous montrer comment les molécules peuvent s'assembler d'une façon
automatique, d'une façon spontanée, sans recevoir de haute direction ou de direction d'en haut. C'est-à-dire que, par exemple, dans la membrane cellulaire, les protéines et les lipides peuvent se lier seuls pour former la membrane cellulaire ou pour former des fibres. Mais nous allons nous concentrer sur la membrane cellulaire. Ici, par exemple, vous voyez la membrane cellulaire, vous voyez les deux couches de membrane cellulaire, les deux couches de phospholipides. Voilà ici les groupes phosphates qui sont ici en rose et voilà les lipides et ici, on voit entre les phospholipides ou les deux couches de phospholipides, nous avons ces molécules que vous voyez colorées en violet qui sont les protéines intégrales qui s'étendent sur toute l'épaisseur de la membrane cellulaire. Comment est-ce que ces molécules ont interagi pour faire la membrane cellulaire? Nous allons expliquer tout ça dans le chapitre sur la cellule. Mais donc, les molécules ont cette capacité d'avoir des interactions entre elles de façon spontanée. C'est-à-dire, par exemple, que les groupes phosphates, par exemple, qui sont négativement chargés, vont s'attacher ici à une partie de la molécule de la protéine qui est partiellement positive, par exemple, ou il y a un petit segment de l'aminoacide qui est partiellement négatif. Donc ça, c'est un exemple d'interaction entre les phosphates et les aminoacides des protéines qui se fait spontanément. Le cytosquelette, comme vous le savez, c'est un groupe de protéines, de fibres, de tubules qui sont faites de protéines. Et le cytosquelette, comme le nom l'indique, bien qu'il ait plusieurs fonctions, mais la fonction la plus importante, c'est de supporter la cellule d'une façon mécanique et de préserver ou de garder la conformation de la cellule. Donc, c'est un réseau de tubes minuscules qu'on appelle des tubules et de filaments et de fibrilles. Et les filaments ne sont que des molécules de protéines qui sont fines et élonguées. Et ils donnent la forme à la cellule, ils déterminent la conformation de la cellule et en même temps, ils aident à bouger les éléments internes. Et ça, c'est intéressant et nous allons l'expliquer en détail dans le chapitre sur la cellule. Vous pouvez d'ailleurs trouver les vidéos sur le chapitre numéro 2 qui explique les composants de la cellule, mais vous le trouverez en anglais, mais très bientôt, vous allez avoir la version française de cette unité ou de ce chapitre. Ici, par exemple, nous avons un exemple de tubules, microtubules qui sont faits du tubulin, qui est un type de protéine. Et ici, nous avons des protéines motrices. Ça, c'est un peu compliqué, donc on ne va pas l'expliquer maintenant parce que, par exemple, ici, je vais expliquer la même chose, mais sur la partie droite du diagramme. Ici, vous voyez que ces molécules de tubulin, alpha et bêta, ont fait un microtubule. Ici, nous voyons les protéines motrices comme la dynéine. Et vous allez voir tout en haut une vésicule. Donc, vous savez que la vésicule est une organelle euh, qui est entourée d'une membrane cellulaire, d'une membrane comme la membrane cellulaire, et la vésicule contient des liquides et des substances. Et si vous voulez transporter cette cellule d'une partie à une autre, si vous voulez transporter cette vésicule d'une partie de la cellule à une autre dans le cytoplasme, donc vous allez utiliser cette dynéine ou cette protéine motrice pour attacher la vésicule
aux tubulines ou à ce micro-tubule. Et donc, les protéines motrices vont comme marcher ou bouger sur les microtubules pour transporter la vésicule. Donc ici, ce diagramme vous montre comment le cytosquelette n'est pas seulement pour donner du support à la cellule, mais aussi pas tout seul, mais avec l'aide des protéines motrices, il peut aider à transporter les vésicules dans la cellule. Ici, nous voyons un autre diagramme où nous voyons une section de la cellule. Nous voyons la membrane cellulaire ou la membrane plasmique. Nous voyons quelques organelles, mais aussi nous voyons des microfilaments intermédiaires qui ne sont ni trop gros ni trop fins et qui aident à supporter la membrane cellulaire et la membrane plasmique, bien sûr, et aussi supporter les organelles. Et aussi, on peut voir quelques microtubules qui sont utilisés pour le transport. Euh, donc, on a parlé de deux principes qui aident le système vivant à achever sa tâche. Le premier principe, c'était l'interaction spontanée entre les molécules et le second était la présence du cytosquelette qui aide à supporter la cellule pour pouvoir garder sa conformation et alors pouvoir achever toutes ces tâches d'une façon adéquate, mais aussi ce cytosquelette aidait le transport des organelles et des structures à l'intérieur de la cellule. Et c'est ce trafic à l'intérieur de la cellule, nous allons voir qu'il est très important. Le troisième principe ou la troisième chose qui est très nécessaire pour qu'un système vivant puisse achever toutes ses fonctions, c'est le pouvoir de consommer ou la capacité de consommer de l'énergie. Vous savez qu'il y a une molécule très importante, l'adénosine triphosphate, qui est comme carburant pour la cellule. Elle est considérée du carburant pour la cellule parce que euh, cette molécule-là est la source directe, rapide d'énergie pour garder la cellule active et aussi pour fuir le désordre parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la cellule, on va la corriger. Et par exemple, des mutations. Alors, chaque fois qu'on a besoin de corriger des défauts dans la cellule, on a besoin d'énergie. Donc, ce carburant-là, c'est pas seulement important pour donner de l'énergie au processus actif, mais aussi pour donner de l'énergie pour établir l'ordre dans la cellule et on va comprendre tout ça dans tout ce qui concerne l'énergie et l'ordre et le désordre dans la cellule. On va le comprendre dans l'unité numéro 3 ou le chapitre numéro 3 sur l'énergie et les enzymes. Et vous avez d'ailleurs la version anglaise des vidéos sur la chaîne et la version française va être diffusée très bientôt. Après avoir fini ces vidéos sur la biochimie. Donc ici, nous avons la structure chimique de l'ATP, nous avons une base azotée adénine attachée comme d'habitude au ribose, qui est un pentose avec 5 atomes de carbone et 3 phosphates. Les liaisons entre les phosphates sont des liaisons covalentes et la dernière est la plus importante parce que quand elle est hydrolysée, quand elle est rompue ou brisée par l'hydrolyse ou l'ajoutement de l'eau, le phosphate va se détacher et un très grand ou une très grande quantité d'énergie va être libérée et cette énergie va être utilisée dans toutes les réactions endothermiques de la cellule que l'on va discuter bien sûr dans l'unité numéro 3 et les réactions endothermiques sont les réactions qui absorbent de l'énergie.
Et donc, on va obtenir la même molécule, mais elle manque un groupement phosphate, donc ça sera de l'adénine diphosphate. L'adénine diphosphate est plus stable. Pourquoi est-ce que l'adénine triphosphate n'est pas stable ou n'est pas équilibrée? Parce que les deux groupements phosphates sont négativement chargés et alors euh, pardon. Et donc, puisque ces deux groupements phosphates sont négativement chargés, ils vont se repousser. Et donc, il sera plus facile de libérer ce groupement phosphate. Mais quand vous avez moins de groupements phosphates, donc ce repoussement entre les groupements phosphates sera moins et alors la molécule est plus stable. Mais la molécule ADP peut acquérir un troisième groupement phosphate et dans ce cas, elle va absorber de l'énergie pour faire cette troisième liaison. Donc, la libération d'un groupement phosphate est ectothermique, c'est-à-dire qu'elle va libérer de l'énergie, alors que la réaction euh, où on forme ATP commençant ou à partir de ADP est une réaction endothermique parce elle va prendre cette énergie et la mettre dans la troisième liaison. Donc la relation entre ATP et ADP est une relation cyclique. La conversion d'ATP en ADP est une conversion ectothermique, alors que la conversion ADP en ATP est une conversion endothermique. Donc, toute cette auto-organisation dont on vient de parler repose sur les principes que l'on va mentionner maintenant. Alors, ces principes-là sont appelés comment? Ils sont appelés les principes de l'auto-organisation cellulaire, c'est-à-dire les concepts qui nous aident à expliquer comment cette organisation cellulaire très compliquée et très précise se fait de manière spontanée. Et donc, le terme auto ici veut dire que cette organisation s'accomplit d'une façon spontanée. Le premier principe, c'est le réseau de gènes. Et quand on parle du réseau de gènes, on veut dire les gènes avec toutes les protéines qui aident les gènes à être exprimés, c'est-à-dire avec toutes les protéines qui aident l'ADN à être transcrit tout d'abord et ensuite qui aident l'ARN messager à être traduit. Et donc, nous avons besoin de beaucoup de molécules de protéines, comme les enzymes, comme les facteurs de transcription, comme d'autres protéines régulatrices, comme par exemple les répresseurs en cas de prokaryotes. Toutes ces molécules-là peuvent interagir entre elles et cette interaction peut être où le résultat de ces interactions peut être une activation ou une inhibition. Mais pour que les molécules s'activent entre elles ou pour que les molécules s'inhibent entre elles, elles doivent interagir de proche en proche, c'est-à-dire par voisinage direct, ou ce que l'on appelle l'effet domino. Vous connaissez bien l'effet domino, c'est-à-dire si la première molécule active la molécule voisine, donc cette molécule voisine va activer encore une autre ou une troisième molécule voisine, etc. Et tout cela se passe sans ordre global. Qu'est-ce que nous voulons dire par sans ordre global? Au début, je dois expliquer que ce terme-là, sans ordre global, veut dire que ou est égal à d'une façon spontanée. Donc, quand on dit sans ordre global, on peut généralement expliquer ça
par dire que cela se fait d'une façon spontanée. Mais ici, nous allons donner plusieurs définitions ou plusieurs explications pour comment cela se passe d'une façon spontanée et sans ordre global. Pourquoi sans ordre global? Tout d'abord, parce qu'aucune molécule ne possède la carte complète ou l'objectif final du réseau. C'est-à-dire, il y a bien sûr un but que l'on doit achever dans la cellule. Et le but le plus grand et le plus important, bien sûr, c'est de garder la cellule vivante, de protéger la vie de la cellule. Mais ce grand but-là, qui est la protection de la vie et des fonctions vitales de la cellule, est achevé par accomplissement de petites tâches successives. Donc, chacune de ces molécules entre ou accomplit une de ces petites tâches sans savoir quelle est la tâche globale ou la tâche cible que la cellule veut accomplir. Donc, c'est ça ce que l'on veut dire par sans ordre global. Et par ordre ici, on veut pas dire arrangement, mais on veut dire un ordre que l'on doit obéir ou que la cellule doit obéir. Le deuxième fait, c'est que chaque molécule obéit aveuglément à des lois chimiques locales avec sa voisine directe, comme par exemple si une molécule est un ion positif et elle trouve dans son voisinage un ion négatif, donc elle va aveuglément être attirée, ou les deux ions vont être attirés l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle obéir aveuglément, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de choix. Ils vont faire cela d'une façon automatique. Numéro 3, la structure et le comportement final de la cellule, comme je viens de l'expliquer, vont naître tout seuls parce qu'ils sont tout simplement la somme de toutes ces petites interactions. Et c'est ce que je dis tout le temps en classe à mes élèves. Les molécules n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Les molécules n'ont pas de langue pour communiquer et parler. Mais le langage que ces molécules-là adoptent, c'est le langage des réactions biochimiques, c'est-à-dire c'est un langage moléculaire. Et les buts sont, ou les tâches sont accomplies de façon automatique par interaction entre les molécules. Donc là, l'agissement est intermoléculaire, le langage est intermoléculaire, la communication est moléculaire. Donc, le système va se réguler lui-même parce qu'il y a des règles des règles générales qui gouvernent ce système-là, comme par exemple qu'une enzyme est spécifique à un certain substrat parce que le domaine actif de cette enzyme a une conformation et une charge complémentaire à ce substrat-là. Ça, c'est un des principes qui régulent la cellule et qui font que tout se déroule d'une façon automatique juste en obéissant ces règles-là. Il y a aussi un autre principe très important qui aide à l'autorégulation dans la selle, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction. Et quand on parle de boucles, on parle de ces trajets biochimiques qui sont cycliques comme ici. En effet, ils ne sont pas, à l'origine, ils n'étaient pas cycliques, mais le diagramme est cyclique. Mais par exemple, si on commence par le glucose et on regarde toutes ces réactions biochimiques qui vont aboutir au fructose 1,6-biphosphate, nous allons voir alors qu'il y a ici un enzyme qui s'appelle phosphofructokinase et cette enzyme-là, elle catalyse la conversion de fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate. Donc, on avait un seul groupement phosphate
Et maintenant, nous allons avoir deux groupements phosphates, c'est-à-dire qu'on en a ajouté un, et celui-là, on l'a obtenu par l'hydrolyse de l'ATP. Donc, phosphofructokinase a besoin de l'ATP pour pouvoir catalyser cette réaction-là. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par une boucle euh, de rétroaction? C'est-à-dire que le produit ici, qui est le le fructose 1,6-biphosphate qui est obtenu grâce à l'action de l'enzyme phosphofructokinase, quand il s'accumule dans la cellule, quand il se trouve en très grande quantité dans la cellule, il va, comme vous le voyez, inhiber l'enzyme phosphofructokinase. Donc ici, on doit avoir un signe négatif et non pas un signe positif parce que fructose 2,6-biphosphate. Ah, ici c'est le fructose 2,6-biphosphate. Mais si c'était le fructose 1,6-biphosphate, donc on aurait ici un signe négatif. Pourquoi? Parce que ça c'est le produit de la réaction et quand le produit s'accumule dans la cellule, il va inhiber l'enzyme phosphofructokinase. Euh, Ensuite, ça c'est la réaction de la glycolyse. Et la glycolyse va euh, libérer de l'ATP. Donc, l'ATP a aussi un effet négatif quand il s'accumule dans la selle. Il est vrai qu'on utilise au début, ça cause un peu de confusion, on a utilisé l'ATP pour convertir fructose 6-phosphate en fructose 1,6-biphosphate, mais à la fin, on produit beaucoup plus d'ATP, c'est-à-dire on consomme 2 au début, on libère 4 à la fin et on va expliquer tout ça dans la glycolyse. Donc le net, c'est qu'on a de l'ATP libéré. Chaque molécule de glucose va libérer 2 molécules d'ATP à la fin de la glycolyse, de cette réaction qui s'appelle la glycolyse. Donc, l'ATP est un produit final de la glycolyse. Et si l'ATP s'accumule, il va inhiber la phosphofructokinase car c'est une enzyme allostérique. Et l'ATP est considéré euh, un effecteur négatif allostérique de la phosphofructokinase et ça, on l'a expliqué avant dans une vidéo précédente. Mais si au contraire, on a beaucoup de adénosine monophosphate dans la cellule, donc on a besoin de le convertir en ATP, donc on doit stimuler ou activer la phosphofructokinase pour produire beaucoup plus de molécules d'ATP à partir d'AMP. Donc, l'AMP est un effecteur allostérique positif pour la phosphofructokinase. Vous pouvez avoir recours à ou vous référer aux vidéos sur les enzymes et l'énergie qui sont maintenant en anglais sur la chaîne. Et il y a des vidéos précédentes où on a parlé dans des vidéos en français on a parlé des enzymes allostériques. Le troisième principe qui nous aide à expliquer l'autorégulation, c'est la diffusion chimique, c'est-à-dire que les molécules et les signaux vont se déplacer librement dans le cytoplasme pour coordonner des réactions voisines. Et cette diffusion, elle aussi, elle est spontanée parce que n'importe quelle molécule va diffuser d'un site où elle a une concentration plus haute à un autre site de la cellule où elle a une concentration plus basse. Un second, euh, alors comme ça, nous avons fini la première caractéristique des systèmes vivants qui est l'auto-organisation. Ensuite, il y a le métabolisme.
Le métabolisme est une autre caractéristique des systèmes vivants et vous savez tous que le métabolisme est l'ensemble de toutes les réactions biochimiques dans une cellule et il est divisé en deux groupes, l'anabolisme où on construit une molécule plus grande à partir de molécules plus petites et le catabolisme où on euh, démolit ou on dégrade une molécule plus grande en des molécules plus petites. Quand vous êtes moins de 40 ans, vous n'avez pas encore atteint cet âge-là, donc l'anabolisme est plus rapide que le catabolisme. Mais après l'âge de 40, le catabolisme devient plus rapide que l'anabolisme. La troisième caractéristique des systèmes vivants est l'homéostasie. Et l'homéostasie est la capacité de garder euh, euh, l'environnement interne stable et équilibré, comme par exemple quoi? Comme le pH, comme la température, comme la concentration de l'eau, comme la concentration de sel, comme le chloride de sodium. Et pourquoi est-ce qu'on veut équilibrer l'environnement interne de la cellule? Parce que c'est une condition très importante pour le fonctionnement propre des cellules. Numéro 4, c'est la croissance. Les êtres vivants, les systèmes vivants sont caractérisés par la croissance, c'est-à-dire l'augmentation, que ce soit une augmentation en nombre, en taille, en poids, en volume, en dimension. Numéro 5, c'est la reproduction. Nous voyons la reproduction entre deux organismes pour produire de nouveaux organismes qui sont plus ou moins ressemblants aux parents. Et nous voyons aussi la reproduction au niveau des cellules, quand les cellules se multiplient et se divisent pour produire un plus grand nombre de cellules. Et naturellement, la reproduction des organismes dépend de la reproduction et la multiplication des cellules. La sixième caractéristique, c'est la réponse aux stimuli. Les stimuli, si vous avez un stimulus et l'organisme ne répond pas, c'est-à-dire si vous appliquez un stimulus de douleur, par exemple, un stimulus de lumière et l'organisme ne répond pas, donc on peut douter que cet organisme peut être mort ou ne peut pas être vivant. Donc la réponse aux stimuli, c'est la réaction de l'être vivant à un certain signal, que ce signal soit extérieur comme la lumière, comme la douleur, lumière, pardon, comme la lumière, comme la douleur, ou bien que ce soit un signal intérieur. Un signal intérieur comme un changement dans la concentration de l'oxygène, un changement dans la concentration du dioxyde de carbone, etc. Cette réponse aux stimuli, que ce soit lumière ou douleur ou n'importe quoi, ou un stimulus chimique, est très importante parce qu'elle protège l'organisme. Si vous êtes exposé si vos yeux, par exemple, et les cellules nerveuses à l'intérieur de vos yeux sont exposées à une lumière très forte, donc ce tissu nerveux délicat peut être brûlé par l'intensité de la lumière. Donc, vous fermez les yeux et cela vous protège. Donc, ces réponses aux stimuli sont importantes pour l'adaptation, la protection et alors pour que l'organisme puisse survivre. Numéro 7, c'est l'adaptation. Tous les systèmes vivants et tous les organismes ont la capacité de s'ajuster au changement de l'environnement. Et le plus l'organisme peut s'adapter au changement, de l'environnement, comme la température, par exemple, comme la pression, comme le manque d'oxygène, le plus ces organismes peuvent survivre. Et les organismes les moins adaptés sont les organismes les plus exposés
à la mort et à la disparition. Et enfin, nous avons l'évolution. L'évolution, comme vous le savez, c'est un changement qui se passe lentement et que l'on considère au niveau d'une population. C'est-à-dire, si on commence par une certaine population qui avait, par exemple, la majorité, comme les girafes, par exemple, qui avaient un cou, un cou très court, et puis ensuite, il y avait des mutations dans cette population où le cou était long, et alors après un changement de l'environnement, ces girafes qui ont le cou long ont été plus adaptées au changement de l'environnement où il y avait seulement des arbres trop longs et qui pouvaient manger les feuilles des arbres, alors que les autres, avec le cou très court, n'ont pas pu arriver à ces feuilles d'arbres et ont disparu. Donc, l'évolution L'évolution, comme Darwin l'a expliqué, commence toujours par la présence d'organismes mutants qui sont différents. Et petit à petit, nous pouvons voir que ces mutants-là leur nombre peut augmenter parce qu'ils sont plus adaptés à l'environnement alors que les autres disparaissent. Donc, petit à petit, nous voyons un changement dans le pool génétique de la population et ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Donc, il est très important de noter que l'évolution est considérée au niveau de la population et non pas au niveau de l'individu. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre attention. Si vous avez trouvé ça utile, donc cliquez sur like, écrivez vos commentaires, partagez la vidéo avec vos collègues et inscrivez-vous ou abonnez-vous à ma chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.